Imaginez ceci. Un jeune, 17 ans, en apparence, un garçon comme les autres. Il se lève chaque matin, il s'habille, il dit « bonjour » et il part. Tout semble normal, tout semble aller bien. Mais quelque chose, quelque part, se fissure déjà, lentement, silencieusement. Et personne ne le voit encore. Mais chaque soir, quand il ferme la porte de sa chambre derrière lui, quelque chose se brise. Pas bruyamment, pas d'un seul coup, comme une vitre qui craque, de l'intérieur. Et si tu tends l'oreille, vraiment l'oreille, tu peux presque l'entendre. Il s'assoit sur son lit, il fixe le mur, pas parce qu'il pense à quelque chose de précis, mais parce qu'il ne ressent plus rien. Et c'est là que commence quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir, mais que lui, il vit déjà depuis trop longtemps. Quelque chose qui mérite qu'on s'arrête, qu'on regarde, qu'on comprenne. Il essaie d'écouter de la musique, rien. Il essaie de rire avec ses amis, rien. Il ouvre son téléphone, voit tout le monde vivre, rire, être heureux. Et une pensée s'installe doucement, comme un murmure qu'il n'ose pas encore entendre complètement. Peut-être que tout le monde serait mieux sans moi. Ce murmure, vous allez bientôt comprendre d'où il vient. Et pourquoi reconnaître ce signe à temps peut tout changer. Il n'en parle à personne. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne sait pas comment. Et parce qu'il croit, à tort, que personne ne pourrait comprendre. Cette solitude-là a un nom. Et ce nom, nous allons l'explorer ensemble, couche par couche, jusqu'à ce que tout devienne clair. Jusqu'à ce que tu aies les mots pour briser ce silence, pour lui ou pour quelqu'un que tu connais. Ça s'appelle la dépression. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est la première cause de maladie et de handicap chez les jeunes de 10 à 19 ans dans le monde entier. Pas les accidents, pas les maladies, la dépression. Un chiffre qui devrait nous arrêter net. Et pourtant, combien de fois avons-nous regardé un jeune souffrir sans reconnaître ce que nous avions devant les yeux? Aujourd'hui, nous n'allons plus en parler en silence. Nous allons la comprendre, nous allons la reconnaître, et nous allons apprendre à y faire face, parce que comprendre, c'est déjà agir. Et agir, même un tout petit peu, peut faire une différence que tu ne mesureras peut-être jamais complètement, mais que quelqu'un d'autre ressentira profondément. Avant tout, une question simple, en apparence. Quelle est la différence entre la tristesse et la dépression? Tout le monde a de mauvaises journées. Tout le monde connaît la tristesse, après une rupture, après un échec, après une dispute. C'est normal, c'est humain. Mais il y a une ligne, invisible, sans panneau de signalisation, qu'on peut franchir sans même s'en rendre compte. Et une fois franchie, tout change. La reconnaître, c'est le premier geste que tu peux faire pour quelqu'un, ou pour toi-même. La dépression, c'est quand cette tristesse ne part plus. Quand elle s'installe comme un locataire indésirable qui refuse de quitter les lieux. Quand elle contamine tout, tes pensées, tes relations, ton corps, ton sommeil, ton appétit. Quand elle dure des semaines, des mois. Et le plus effrayant, on peut la traverser sans jamais comprendre ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi ce que tu lis aujourd'hui compte. La philosophie stoïcienne nous enseigne quelque chose d'important. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous fait souffrir, mais l'idée que nous nous en faisons. C'est Épictète qui a dit cela. Une pensée profonde, puissante, libératrice, dans des conditions normales. Mais voilà ce que personne ne vous dit. La dépression, elle vole précisément cette capacité. Elle s'infiltre dans les mécanismes même de la pensée et les retourne contre vous. Elle change la façon dont le cerveau traite l'information. Elle change la façon dont tu te vois. Elle change la façon dont tu vois ton avenir. Et quand ce filtre-là se déforme, tout ce que tu perçois se déforme avec lui. C'est pour cela qu'on ne peut pas simplement décider d'aller mieux. Et c'est pour cela que l'information que tu as entre les mains en ce moment est si précieuse. Ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas une question de force de caractère. La dépression est une maladie. Point. Et comme toute maladie, elle a des symptômes, elle a des causes, elle a des traitements. Mais voici ce qui rend cette maladie particulièrement redoutable. Ces symptômes sont souvent invisibles, même pour ceux qui regardent. Surtout pour ceux qui regardent. Alors regardons ensemble et apprenons à voir ce que l'œil ordinaire manque.
Leçon 1. Reconnaître les symptômes. Le problème, c'est ceci, et c'est là que tout commence à se compliquer. La dépression n'est pas toujours visible. En fait, elle est souvent parfaitement dissimulée derrière un sourire, une routine, une façade de normalité. Les parents voient un enfant qui semble dans sa bulle. Le professeur voit un élève dont les notes chutent. Les amis voient quelqu'un qui répond de moins en moins. Chacun voit un morceau du puzzle, mais personne ne voit la photo complète. Pas encore. Alors regardons-la ensemble, pièce par pièce, parce que chaque pièce que vous allez reconnaître pourrait un jour, pour quelqu'un, faire toute la différence. Premier symptôme, le sommeil perturbé. La nuit devient le pire moment. Quand les lumières s'éteignent et que le monde extérieur se tait, quelque chose d'autre se réveille. Certains ne dorment plus, leur esprit prisonnier d'une boucle de pensées sombres qui tourne sans jamais trouver de sortie. D'autres dorment trop, parce que le sommeil est la seule échappatoire qui reste, le seul endroit où la douleur consent à se taire quelques heures. Si tu remarques qu'un jeune dort radicalement différemment de ce qu'il faisait avant, arrête-toi, pose une question, parce que derrière ce changement de sommeil se cache souvent quelque chose qui attend d'être vu. Deuxième symptôme, l'appétit qui change. Manger perd son sens. Ce qui était autrefois un plaisir simple, un repas en famille, une pizza entre amis, devient soit une contrainte sans goût, soit une compulsion incontrôlable. Certains ne mangent plus, pas parce qu'ils n'ont pas faim, mais parce que la maladie a éteint le signal. D'autres mangent trop, pour trouver un bref réconfort qui passe vite, trop vite, et qui laisse derrière lui encore plus de vide qu'avant. Résultat, perte ou prise de poids qui aggrave le sentiment de dévalorisation et alimente un cycle dont il devient de plus en plus difficile de sortir. Difficile, mais pas impossible. Troisième symptôme, le désespoir. L'avenir disparaît. Pas progressivement, brutalement. Un adolescent en bonne santé voit l'avenir comme un horizon ouvert, plein de possibilités, d'aventures, de promesses. Un adolescent déprimé voit un mur gris. Pas d'horizon, pas d'issue. Rien ne semble pouvoir changer. Rien ne semble valoir la peine. Et dans les cas les plus graves, une question s'installe, silencieuse et terrifiante. Pourquoi continuer? C'est à ce moment-là que ta présence, ta voix, ta main tendue, peut être la seule lumière que quelqu'un voit encore. Quatrième symptôme, le repli sur soi. Paradoxe cruel de la dépression. Elle crée de l'isolement chez des gens qui ont le plus grand besoin de connexion. Le jeune refuse les invitations. Il quitte les groupes d'amis. Il évite la famille. Il disparaît, pas physiquement, mais émotionnellement. Et ceux qui l'aiment ne savent pas toujours comment le rejoindre. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de la froideur. C'est la fatigue émotionnelle qui consume toute son énergie jusqu'à la dernière goutte. Et plus il s'isole, plus la dépression se renforce. C'est un piège. Et parfois, un seul geste. Une invitation maintenue malgré les refus, un message envoyé sans attendre de réponse, suffit à en desserrer les barreaux. Cinquième symptôme, les troubles de la concentration. Imagine essayer de lire un livre dont les pages sont couvertes de brouillard. Tu vois les mots, mais ils n'entrent pas. Tu recommences la même phrase 5 fois, et elle ne fait toujours pas sens. C'est ce que vivent les jeunes déprimés chaque jour à l'école, dans un silence que personne ne comprend. Résultat, les notes chutent. Le professeur dit « il est paresseux ». Les parents s'inquiètent, grondent, poussent, sans savoir qu'ils poussent quelqu'un qui n'a plus les jambes pour avancer. Mais derrière ces mauvaises notes, il y a un cerveau qui souffre et qui lutte. Un cerveau qui a besoin d'aide et qui peut recevoir cette aide si quelqu'un choisit de regarder au-delà des chiffres. Sixième symptôme, la perte de plaisir. La science l'appelle l'anédonie. Un mot froid pour désigner quelque chose de profondément dévastateur. Le jeune qui aimait jouer de la guitare ne touche plus son instrument. Pas parce qu'il a arrêté d'aimer la musique, mais parce que la musique ne lui parle plus. La passionnée de danse trouve 1000 raisons pour rester chez elle, parce que danser demande une joie qu'elle ne retrouve plus en elle. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas du désintérêt. C'est la maladie qui a coupé le fil entre l'activité et le plaisir qu'elle procure. Et ce fil, il peut être renoué, pas seul, mais avec le bon soutien,
au bon moment. 7e symptôme, les pensées suicidaires. Celui-là, personne ne veut en parler. Parce que ça fait peur, parce qu'on ne sait pas quoi dire. Parce qu'on croit, à tort, qu'en en parlant, on risque d'aggraver les choses. Mais voici ce que vous devez retenir de tout ce que vous entendez aujourd'hui. Le silence, lui, a déjà un bilan. Les pensées suicidaires peuvent commencer comme une vague idée. Ce serait plus simple si je n'étais plus là. Une pensée presque abstraite, presque inoffensive en apparence. Mais cette pensée a une tendance à grandir dans l'obscurité, à se préciser, à devenir dangereuse, à occuper tout l'espace. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, verset 18. Personne n'est trop brisé pour être sauvé. Mais pour être sauvé, il faut que quelqu'un choisisse de tendre la main. Ce quelqu'un, c'est peut-être toi. Si tu reconnais ces symptômes en toi, ne reste pas seul avec ce que tu portes. Parle à quelqu'un en qui tu as confiance. Aujourd'hui, pas dans une semaine. Si tu les reconnais chez un jeune que tu connais, pose-lui cette question simple, avec sincérité et sans détour. Comment tu vas vraiment? 3 mots. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour ouvrir une porte. Si cette vidéo te fait penser à quelqu'un, envoie-la lui maintenant, pas demain, maintenant. Parce qu'un seul message peut rouvrir une porte que la souffrance a fermée depuis longtemps. Et derrière cette porte, il y a quelqu'un qui attend, sans le savoir, que quelqu'un frappe. Leçon 2. Comprendre les causes. La question que les parents posent toujours, souvent trop tard, toujours avec culpabilité. Pourquoi mon enfant? On lui a donné une belle vie, il n'a manqué de rien. La réponse n'est pas simple, et c'est précisément cette complexité qui rend la dépression si difficile à anticiper et si facile à manquer. Selon l'OMS, la dépression résulte d'une interaction complexe entre des facteurs sociaux, psychologiques et biologiques. Cela signifie, il n'y a pas une seule cause. C'est un mélange silencieux qui se prépare parfois depuis des années et qui crée, sans prévenir, les conditions pour que la maladie s'installe. Comprendre ce mélange, c'est commencer à reprendre le pouvoir sur lui. Première cause, la génétique et la biologie. La science confirme que la dépression a une composante génétique. Les gènes agissent sur la production de sérotonine, dopamine, noradrénaline, les messagers chimiques du cerveau qui contrôlent l'humeur, la motivation et le plaisir. Quand cette production est perturbée, le cerveau perd sa capacité à maintenir un équilibre émotionnel, en silence, sans symptômes apparents, jusqu'au jour où tout bascule. Mais, et c'est crucial, la génétique n'est pas un destin. L'environnement, les expériences, les choix que nous faisons, tous jouent un rôle. Ce que nous choisissons de faire, ou de ne pas faire, a un pouvoir réel sur cette équation. Et ce pouvoir commence par la connaissance. Deuxième cause, le stress chronique. Épictète a dit, ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais le jugement que nous portons sur ce qui arrive. Une pensée profonde. Mais un adolescent soumis à un stress chronique n'a pas toujours accès à ce recul philosophique. Son cerveau est encore en construction. Ses ressources émotionnelles sont limitées. Et le stress chronique, celui qui s'accumule jour après jour, sans relâche, sans soupape, libère un excès de cortisol qui est toxique pour le cerveau et réduit sa capacité à réguler les émotions. Alors, quelles sont ces sources de stress qui, dans l'ombre, préparent le terrain? Divorce ou séparation des parents, mort d'un être aimé, maltraitance physique ou abus sexuel, harcèlement scolaire, attente parentale irréaliste, instabilité familiale, incertitude face à l'avenir. Chacune de ces sources, seule, est déjà un fardeau presque insupportable. Combinées, et on comprend enfin pourquoi certains jeunes s'effondrent, et pourquoi ils ont besoin, non pas de jugement, mais d'une main tendue. Troisième cause, les facteurs psychologiques. Certains schémas de pensée créent une vulnérabilité particulière, invisible de l'extérieur, dévastatrice de l'intérieur. Le perfectionnisme excessif, la conviction profonde, ancrée, que rien de ce qu'on fait n'est jamais assez bien. Le jeune vit dans l'écart permanent entre ce qu'il est et ce qu'il croit devoir être, un écart qui se creuse chaque jour davantage, silencieusement. La rumination,
Ce moulin mental qui tourne sans cesse sur les mêmes pensées négatives, les amplifiant à chaque tour, perturbant le sommeil, épuisant le cerveau jusqu'à l'os. Marc Aurèle a écrit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Une vérité stoïque fondamentale. Mais développer ce pouvoir ne se décrète pas. Cela demande du temps, de la pratique, et souvent un accompagnement que la leçon suivante va vous aider à trouver. Premier pas, comprendre que ce n'est pas ta faute. La dépression n'est pas une punition. Ce n'est pas le résultat d'une mauvaise éducation. Ce n'est pas le signe que tu as échoué quelque part. C'est une maladie avec des causes réelles, et c'est précisément parce qu'elles sont réelles qu'on peut agir. Identifie tes sources de stress. Écris-les. Regarde-les en face. Commence à cartographier ta météo intérieure. Quels moments sont les plus difficiles? Quelles situations font basculer ton humeur? Cette carte, tu vas bientôt apprendre à l'utiliser. Si tu reconnais l'une de ces causes dans ta vie, ne reste pas seul avec elle. Parle à un professionnel. Parle à quelqu'un en qui tu as confiance. Le premier pas est le plus difficile, mais il change tout. Et ce que tu vas découvrir dans la leçon suivante va t'y aider. Concrètement, simplement, dès aujourd'hui. Leçon 3. Faire face. Ce que le jeune peut faire. La dépression n'est pas une fatalité. Elle se traite, elle se guérit. Et même si le chemin est long, même s'il y a des rechutes, même si certains jours semblent impossibles et sans issue, la guérison est réelle, elle est documentée, elle est vécue par des milliers de personnes chaque jour. Et elle est possible pour toi aussi. Voici comment, pas en théorie, mais en actes concrets que tu peux commencer aujourd'hui. Premier outil, demander une aide professionnelle. C'est le premier pas. C'est le plus important. Et c'est souvent le plus difficile, parce que la dépression elle-même te convainc que tu ne mérites pas d'être aidé. Ne l'écoute pas. Jésus a dit « Ce ne sont pas ceux qui sont forts qui ont besoin de médecins, mais ceux qui vont mal. » Marc chapitre 2, verset 17. Consulter un médecin, un psychologue, un psychiatre, c'est un acte de courage, pas de faiblesse. C'est choisir de se battre pour soi-même. Et cette décision-là, elle t'appartient. Personne ne peut la prendre à ta place, mais personne ne peut t'empêcher de la prendre non plus. Deuxième outil, prendre soin du corps. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Ils forment un seul système, profondément interconnecté. Ce que tu fais à l'un affecte l'autre, toujours, sans exception. L'alimentation. Manger équilibré donne au cerveau les nutriments dont il a besoin pour fonctionner. Le sommeil. Une routine de sommeil régulière aide à réguler les émotions, à stabiliser l'humeur. L'exercice, 20 minutes de marche par jour, libère de la sérotonine et de la dopamine naturellement. Les mêmes substances que ciblent les médicaments antidépresseurs. L'exercice physique est l'un des traitements antidépresseurs les plus efficaces que la science connaisse. Simple, accessible et entre tes mains dès aujourd'hui. Troisième outil, identifier ses déclencheurs. Observe-toi. Écris ce que tu remarques. À quel moment ton humeur s'effondre-t-elle? Après les réseaux sociaux? Après certaines conversations? Après certaines journées d'école? Les réponses sont déjà en toi. Il faut juste apprendre à les écouter avec bienveillance. Avec le temps, tu développes une cartographie de ta météo intérieure. Et avec cette carte, tu peux anticiper les tempêtes au lieu d'en être toujours surpris et dépassé. Anticiper, c'est reprendre du pouvoir. Quatrième outil, se confier. Le silence est le meilleur allié de la dépression. Il lui permet de grandir dans l'ombre, à l'abri des regards, sans jamais être remis en question. Parle à quelqu'un en qui tu as confiance. Un ami, un parent, un conseiller. La science confirme, mettre des mots sur une émotion réduit l'activité de l'amygdale, le centre de la peur et de la détresse dans le cerveau. Parler guérit, littéralement, neurologiquement. Et souvent, le simple fait d'être entendu, vraiment entendu, change quelque chose de fondamental. Peut-être que cette personne de confiance, tu l'as déjà en tête en ce moment. Fais-lui signe. Cinquième outil, tenir un journal. Écris tes pensées et tes sentiments. Pas pour les belles phrases, pas pour que quelqu'un les lise, juste pour extérioriser, les sortir de ta tête où ils tournent en boucle, et les poser sur papier où tu peux les regarder avec distance, avec un peu plus de clarté.
Ce que tu verras sur cette page te surprendra parfois. Et cette surprise peut être le début d'une compréhension nouvelle sur toi-même, sur ce dont tu as besoin, sur le chemin qui s'ouvre devant toi. 6e outil, construire ton kit anti-déprime. Créer une boîte à outils émotionnels personnels que tu peux consulter dans les moments difficiles, quand la vague monte et que tu as besoin d'un ancrage solide. Elle peut contenir les numéros des personnes à appeler quand tu ne vas pas bien, une playlist de chansons positives qui te donnent de l'énergie, des citations et des versets bibliques réconfortants comme Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7 et Psaume 94 verset 19. Des photos et des objets qui te rappellent les personnes qui t'aiment, et un journal de gratitude avec au moins une chose chaque jour. Ce kit ne remplace pas un traitement professionnel, mais c'est un pont, solide, personnel, toujours à portée de main, entre les moments difficiles et les ressources d'aide disponibles. Et ce pont, tu peux commencer à le construire aujourd'hui. 7e outil, nourrir ta vie spirituelle. Jésus a dit « Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle ». Matthieu chapitre 5, verset 3. Prière, méditation, silence, réflexion. Des études montrent que les personnes ayant une vie spirituelle active présentent des taux de dépression plus bas et une résilience plus forte face aux épreuves. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une ancre, invisible mais réelle, qui tient quand tout le reste semble vouloir lâcher. Commence avec un seul outil, juste un. Ne cherche pas à tout changer en même temps. La dépression te convaincra vite que c'est trop, que c'est impossible, que ça ne servira à rien. Ne la laisse pas gagner ce combat-là. Choisis le premier pas le plus facile pour toi et fais-le aujourd'hui. Pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est réel. Et le réel, c'est tout ce dont tu as besoin pour commencer. Si tu t'es reconnu dans cette leçon, fais une seule chose maintenant. Appelle quelqu'un en qui tu as confiance. Écris une seule pensée dans un journal. Fais 21 minutes de marche, pas demain, aujourd'hui. Parce que chaque petit pas compte, et chaque petit pas t'amène, imperceptiblement mais sûrement, plus près de la guérison que tu mérites. Leçon 4. Ce que les parents peuvent faire. Voir son enfant souffrir et ne pas savoir quoi faire, c'est l'une des expériences les plus difficiles, les plus déchirantes dans la vie d'un parent. Tu regardes ce visage que tu connais depuis sa naissance et tu y cherches quelque chose que tu ne trouves plus. Quelque chose a changé. Tu le sens, mais tu ne sais pas encore quoi faire de ce que tu sens. Et cette incertitude-là a un coût. Alors voici ce que tu dois savoir et ce que tu peux commencer à faire aujourd'hui avec ce que tu as déjà. Premier principe. Comprendre que la dépression adolescente est différente. La dépression d'un adolescent ne ressemble pas toujours à celle d'un adulte. Et c'est précisément ce qui la rend si difficile à détecter. Le jeune peut ne pas être triste au sens où on l'entend habituellement. Il peut être irritable, agressif, rebelle. Il peut se battre contre tout et tout le monde sans que personne comprenne que ce qu'il combat vraiment, c'est une douleur intérieure qu'il n'arrive pas à nommer. Ne te laisse pas tromper par ce masque. Derrière l'irritabilité, il y a de la douleur. Derrière la rébellion, il y a un appel à l'aide. Et cet appel, il mérite une réponse. Deuxième principe, créer un espace de parole sans jugement. Ne cherche pas à tout résoudre immédiatement. L'urgence de trouver une solution peut fermer exactement la porte que tu essaies d'ouvrir. Jésus nous a montré ce modèle dans chacune de ses rencontres. Il s'approchait, il écoutait, il demandait « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Pas « Voici ce que tu dois faire ». Juste une présence totale, sans agenda caché. Ce que ton enfant a besoin d'entendre avant tout. Je suis là, je t'écoute. Ce que tu ressens est réel et important pour moi. Ces mots, simples, humains, vrais, peuvent rouvrir un dialogue que la dépression avait fermé. Troisième principe, prendre au sérieux toute allusion au suicide. Si ton enfant dit « je veux mourir », tout le monde serait mieux sans moi. Ne minimise jamais, même si tu penses qu'il exagère, même si tu crois qu'il fait ça pour attirer l'attention. Attirer l'attention sur une douleur réelle, c'est déjà un appel au secours qui mérite une réponse immédiate. Prends-le dans tes bras, dis-lui que tu l'aimes, cherche une aide professionnelle immédiatement, pas demain, maintenant. Quatrième principe, consulter un professionnel sans délai.
Si les symptômes durent des semaines, n'attends pas que ça passe tout seul. Cette attente a un prix. La dépression non traitée ne disparaît pas. Elle s'installe, elle s'approfondit, elle étend ses racines. Un diagnostic professionnel est la première étape vers un traitement efficace. Et chaque jour d'attente est un jour de souffrance qui n'avait pas à durer. 5e principe. Maintenir des routines stables. Repas réguliers, sommeil régulier, activité physique. Ces routines simples, qui peuvent sembler anodines, donnent au cerveau de l'adolescent des repères prévisibles dans un monde intérieur qui lui semble chaotique. Elles sont un ancrage discret mais puissant, et elles sont à ta portée, dès ce soir. 6e principe. Dire « je t'aime » souvent. La dépression ment à ton enfant. Elle lui dit qu'il est un fardeau. Elle lui dit qu'il ne mérite pas d'être aimé. Elle lui dit que ta vie serait plus simple sans lui. Contre-attaque ce mensonge chaque jour, avec des mots simples, directs, inconditionnels. Dis-lui que tu l'aimes, pas seulement quand il réussit, surtout quand il est au plus bas, quand il te repousse, quand il semble ne plus vouloir de toi. C'est précisément dans ces moments-là que ces mots font le plus de bien. Et leur écho, il reste longtemps après que les mots ont été dits. Aujourd'hui, dis à ton enfant que tu l'aimes, sans raison particulière, sans condition, juste parce qu'il existe. C'est l'une des choses les plus simples que tu puisses faire. Et c'est l'une des plus puissantes. Si tu es un parent qui entend ces mots, n'attends pas un signe plus grave. Commence la conversation aujourd'hui, pas de façon parfaite, juste avec ton cœur. Je te vois. Je suis là pour toi. Comment tu vas vraiment? Ces 3 phrases peuvent tout changer. Et leur impact, tu ne le mesureras peut-être jamais complètement. Mais ton enfant, lui, s'en souviendra. Un jour, tu ne souffriras plus de la même façon. Nous avons fait un long chemin ensemble aujourd'hui. Nous avons reconnu les symptômes, ces signaux discrets que la souffrance envoie avant que tout s'effondre. Nous avons compris les causes, ces forces invisibles qui travaillent dans l'ombre depuis bien plus longtemps qu'on ne le croit. Nous avons découvert les outils pour y faire face, concrets, accessibles, réels. Nous avons appris comment soutenir un jeune, non pas en ayant toutes les réponses, mais en étant présent d'une façon qui compte. Et maintenant que tu sais ce que tu sais, quelque chose en toi a peut-être déjà changé. Laisse-le changer. Si tu souffres en ce moment, si tu t'es reconnu dans ces mots, dans cette histoire, dans ce silence que tu portes depuis trop longtemps, écoute-moi bien. Ce que tu vas entendre maintenant est la chose la plus importante de tout ce chemin parcouru ensemble. Tu n'es pas seul, tu n'es pas fou, tu n'es pas sans valeur. La dépression est un menteur habile, patient, convaincant. Elle te dit que tu es inutile, elle te dit que tu es un fardeau, elle te dit que le monde irait mieux sans toi, et elle te le dit avec une voix qui ressemble à la tienne, ce qui la rend encore plus difficile à contredire. Mais c'est un mensonge. Tout cela, c'est un mensonge. Et le fait que tu sois encore là, en train de lire, prouve déjà que quelque chose en toi résiste. Garde cette résistance, nourris-la. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 18. Marc Aurèle, empereur, guerrier, philosophe, lui-même qui portait le poids d'un monde entier sur ses épaules, a écrit « Ne gâche pas ce qui te reste à vivre en pensant à ce que tu as déjà perdu. L'avenir est ouvert, toujours. Même, et surtout, quand la dépression te dit le contraire. Ce que tu ne peux pas encore voir depuis là où tu es, d'autres l'ont vu avant toi. Et ils sont revenus pour en parler. Toi aussi, tu reviendras. » Épictète, qui a commencé sa vie comme esclave, qui n'avait rien, qui ne contrôlait rien, a dit « Il n'y a qu'une seule façon d'être heureux, c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Le premier acte de volonté, le seul que tu aies à faire aujourd'hui, c'est de décider de demander de l'aide. Ça, et rien d'autre, tu en es capable, maintenant. Et cette décision, aussi petite qu'elle te semble, peut être le point de bascule de tout le reste. Et Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui sont forts qui ont besoin de médecins, mais ceux qui vont mal. Marc chapitre 2, verset 17. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, ce n'est pas abandonner. C'est le premier pas, le plus courageux, vers la guérison. Et ce pas, il t'appartient. Et un jour,
Un jour que tu ne peux pas encore imaginer depuis là où tu es aujourd'hui. Tu te réveilleras et le soleil aura un goût différent. Tu riras, sans effort, sans forcer, sans te demander si tu le mérites. Tu regarderas en arrière et tu verras tout le chemin parcouru, avec fierté, avec gratitude, avec la certitude profonde et irréfutable que ça valait la peine de tenir. Que toi, tu vaudras la peine de tenir. Ce jour viendra. Tiens bon, si cette vidéo t'a touché, laisse-la faire son chemin. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Envoie-la à ce jeune à qui tu penses en ce moment. Commence la conversation que tu remets à plus tard depuis trop longtemps. Et si tu souffres, parle. Aujourd'hui. Pas demain. Parce que l'information sauve des vies. Parce que ta présence compte. Et parce que briser le silence, ce silence complice, ce silence qui coûte trop cher, c'est le geste le plus humain, le plus courageux que tu puisses poser aujourd'hui. Merci pour le temps que tu m'as accordé. Continue à tenir. Nous te voyons.